Encore plus de bonnes idées, plus de conseils, plus de questions à vous poser en tête-à-tête. Voilà ce que nous vous proposons dans les capsules d'Au cœur du couple. Tous les 15 jours, retrouvez l'une de nous ou l'un de nos experts pendant 20 minutes pour vous parler d'un sujet qui vous touche, qui vous préoccupe, sur lequel vous désirez avancer. Parentalité, sexualité, psychologie, bien-être, tous ces domaines qui impactent notre équilibre amoureux. Parce que nous souhaitons vous aider à être de plus en plus acteurs de votre couple et que nous croyons fermement que sans l'implication de chacun, un couple ne peut s'épanouir, nous sommes heureuses de vous embarquer dans cette capsule d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule d'Au cœur du couple. Alors on fait une petite entorse à nos habitudes parce que c'est aujourd'hui une capsule que l'on va faire à deux. Mais c'est avec Marie-Lise, donc c'est un peu comme si on n'était qu'une seule personne, n'est-ce pas Marie-Lise ? Tout à fait, on fait une bonne équipe, c'est pour ça. Très heureuse de te retrouver pour cette capsule dont le thème nous vient d'un de nos auditeurs, puisqu'on met parfois une boîte à questions et là on nous a demandé d'aborder le thème du départ de l'enfant du foyer. Donc que ce soit, nous on va l'aborder, que ce soit le premier enfant, le deuxième ou le dernier, on verra que les problématiques sont pas forcément les mêmes. Moi évidemment c'est une question qui m'a interpellée et j'avoue que c'est pour ça que je l'ai choisi en priorité, parce que c'est quelque chose que nous nous apprêtons à vivre avec Arnaud, le départ de notre aîné qui passe son bac cette année et qui s'en va faire ses études supérieures sur Lyon. Donc, je dirais qu'on a quand même une appréhension quant à ce départ. Et pourtant, je suis pas une maman poule. Arnaud n'est pas un père méga protecteur. On aime nos enfants, oui, mais je pense que tous ceux qui me suivent et m'écoutent régulièrement savent que voilà, on ne fait pas de nos enfants la priorité de notre vie. Donc, le détachement devrait être normalement un peu plus facile. Et puis, on a cette idée de les éduquer, de les faire grandir avec ce désir qu'ils quittent la maison de façon sereine. Mais il n'empêche que, voilà, quand je pense à son départ au mois de septembre, j'ai évidemment un pincement au cœur, une appréhension de voir vivre cette maison sans lui au quotidien. J'ai pas vraiment d'appréhension dans le cadre de notre vie de couple, même si je sais qu'il y a des choses qui vont certainement se jouer. Donc, je suis contente d'en parler avec toi aujourd'hui pour qu'on puisse s'y préparer, qu'on puisse anticiper avec Arnaud. Et puis peut-être déjà, tu vois, sans parler. Plus d'appréhension au niveau de la famille et de la fratrie, voir ce qui va se jouer dans cette fratrie avec le départ de l'aîné. Et puis, savoir de quelle façon ça peut résonner en nous, sur ce que nous, on a pu vivre à ces âges-là aussi. Donc, une liberté qu'on va lui laisser, une mainmise, je sais pas si le terme est bon, mais évidemment qu'on va avoir moins de contrôle sur lui, donc faire davantage confiance. Aussi, et puis voilà, j'aurais des petites questions je pense à te poser au fur et à mesure. C'est peut-être un peu fouillis la façon dont je le présente, mais je sais que toi tu vas nous cadrer ça très bien. Peut-être qu'on peut commencer un peu sur le thème de ce départ de l'enfant, on le redit, du premier, du deuxième ou du dernier. Est-ce que ça peut venir jouer chez nous? Je pense, comme tu l'as dit, le départ de l'enfant, en particulier pour l'aîné et pour le dernier, je trouve que c'est plus décisif en termes d'étapes de vie. Donc ça fait partie vraiment d'une étape dans le cycle de la vie, que ce soit l'arrivée du premier enfant au monde ou même se mettre en couple. Ça aussi, là, le départ de l'enfant de la maison, ça fait partie des étapes du cycle de vie. Donc c'est pas à prendre à la légère. Ça va avoir des conséquences sur toute la famille et sur le couple aussi, comme tu l'as dit. Et ce que je trouve intéressant, avant même de l'aborder peut-être là avec ton fils ou même ceux qui nous écoutent avec leur enfant, c'est de faire vraiment un premier bilan à deux. Peut-être même d'abord, on le dit souvent, mais soi-même, de pouvoir faire preuve d'introspection en se disant qu'est-ce que ça me fait revivre chez moi, ce départ de la maison, parce que souvent quand on voit nos enfants qui traversent des étapes, qu'on le veuille ou non, même si on veut pas reproduire, ça va nous refaire penser à nous-mêmes, notre premier envol, quand on a quitté la maison, comment on l'a vécu. Donc ça va ramener des souvenirs, des émotions, et ça peut insuffler ou en tout cas influencer notre façon dont on va gérer ce départ de notre enfant.
Et je me dis d'être au clair avec ce que peut-être nous-mêmes on a vécu à ce moment de transition dans notre vie. Ça nous permettra de placer au bon niveau ce qu'on veut réinjecter dans notre éducation et avec notre enfant. En faisant pas quelque chose de façon, on va dire, un peu spontanée sans y avoir réfléchi. Donc peut-être la première étape, c'est de réfléchir soi-même à comment on a vécu ce départ, qu'est-ce qui nous a été utile dans nos parents, ce qu'ils nous ont pu nous transmettre, qu'est-ce qui au contraire nous a peut-être empêché d'être pleinement épanouis, ou on se dit mince, ça j'ai vécu ça comme ça, j'ai pas envie que mon fils ou ma fille le vive comme ça. De pouvoir peut-être travailler sur ça déjà, de revisiter pour pouvoir après transmettre, je dirais, de façon consciente. Et après, je me dis que ça peut être un chouette moment à vivre à deux, justement, d'inviter les deux personnes du couple à le faire et de pouvoir échanger à deux, de dire, toi, tu l'as vécu comment, ton envol, et qu'est-ce qui t'a peiné dans la transmission que tes parents ont pu faire vers toi par rapport à ça, de quoi aurais-tu eu besoin, et aujourd'hui, nous deux, qu'est-ce qu'on souhaite transmettre à notre enfant par rapport à ça. Donc, je me dis, il y a ça en couple à faire. Et l'autre chose aussi, c'est que parfois, il peut y avoir aussi une certaine forme de nostalgie ou de questionnement sur qu'est-ce qu'on a pu transmettre de façon générale à notre enfant. Quand on le voit partir, c'est aussi parfois un peu le moment du bilan, en fait, parce que qu'on le veuille ou non, c'est une forme de séparation. Et je me dis, ça peut être un autre date aussi qu'on se fait à deux, de se dire, peut-être que ça vaut le coup, là, qu'on se dise, comment on a été comme parents pour notre fils ou pour notre fille durant ces 18 années. Tu penses, qu'est-ce qu'on lui a transmis comme force? À quoi est-ce qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à ce qu'on se raconte de comment il est? Par exemple, je sais pas, il peut être influençable ou au contraire facilement entreprenant, ou quelles sont les forces et peut-être les faiblesses qu'on pense qu'il a aujourd'hui, et on se dit, tu vois, faut quand même qu'on soit vigilant à ça par rapport à lui, parce que c'est ce que je me raconte moi sur lui. Et ça peut aussi parfois amener des discussions, je me dis, intéressantes, et des surprises, parce que l'autre parent, ça se trouve, ne perçoit pas notre enfant de la même façon. Donc ça peut amener aussi des discussions et permettre de se détacher de représentations qui sont peut-être pas réelles, en fait. Mais je me dis, ça peut aussi te permettre de travailler ce départ et de pouvoir l'accompagner au bon niveau. Moi, je sais pas si ça te parle, Swazik, tout ça par rapport même à ta situation que tu vis. Si, c'est drôle parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu dis qu'on peut avoir tendance à le vivre d'une façon assez automatique et naturelle, ce départ, sans se poser trop de questions. Et là, rien que d'imaginer d'avoir ce rendez-vous avec Arnaud et de me poser cette question sur qu'est-ce que nous on l'a reçu, comment on l'a vécu, le départ de chez nous, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, qu'est-ce qu'on veut reproduire, qu'est-ce qu'on ne veut pas reproduire. Et notre fils aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui a transmis, de quoi est-ce qu'on est fier, comment est-ce qu'on le perçoit, comment est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir l'accompagner, tu vois, et d'échanger là-dessus. Je me dis que ça va être hyper intéressant. Donc je l'aurais peut-être pas fait naturellement, parce que en plus avec une volonté de ne pas voir ça nécessairement comme une étape, parce que ça peut faire un petit peu peur, donc voir ça comme quelque chose de naturel. On va pas commencer non plus à se faire des nœuds au cerveau parce que notre aîné part, mais en fait si on veut que ça se passe au mieux, prendre le temps de s'interroger là-dessus. Et moi, je pense que c'est hyper important, au contraire, de voir ça comme une vraie étape, parce que pour moi, c'est une vraie étape de vie. Et le fait de le marquer, je crois que ça va aider aussi, on va en parler après, mais ça va l'aider autant lui que sa fratrie aussi. Tu vois, je vois ma maman, elle avait organisé là pour mon départ une fête avec tous les voisins et tout, ce qu'ils étaient tous au courant. J'étais la plus aînée, mais ça m'avait vachement touchée, parce que aussi c'était comment transmettre même l'amour, on est fiers de toi, que tu ailles faire des études supérieures, que tu as obtenu ton bac, et même aussi d'avoir ce bain d'amour et ce moment avec un élément concret. Ça aide aussi à vivre la transition, à la fois pour les parents mais aussi pour l'enfant. Je trouve de créer ces rituels, ça aide aussi dans les transitions de vie. Donc ce rendez-vous, on l'organise au sein du couple, mais après, on fait aussi parents avec l'enfant. Carrément. Moi, je me dis, ça peut être quelque chose de très chouette à pouvoir faire avec l'enfant, de faire ça aussi à trois, de dire comment on envisage la suite. Et je me dis, en fait, ce qui peut être intéressant pour pouvoir gérer au mieux à la fois le départ et les retours, c'est de pouvoir exprimer vos besoins et dire qu'en fait, vous allez être en co-construction durant peut-être les 3-4 premiers mois. Parce que concrètement, lui, il sait pas du tout quel besoin il va avoir quand il va rentrer. Et vous non plus, vous savez pas quel besoin vous allez avoir quand il va rentrer, parce que c'est toute une nouvelle organisation qui se fait. Ça se trouve, il aura besoin d'avoir des temps privilégiés avec vous, alors que peut-être que c'était pas un besoin qui était présent avant. Mais le fait de pas vous voir durant la semaine, ces besoins vont aussi évoluer. Donc ça, je pense que ça peut être important de pouvoir exprimer où t'en es aujourd'hui, et puis juste dire, tu vois, il y a une porte qui s'ouvre. Tes besoins vont sûrement changer, et les nôtres aussi. Parce que je pense à des situations où des ados le vivaient très mal, parce que quand ils rentraient chez eux, leurs parents, ils faisaient des sorties, ils faisaient la fête, il y avait aucun temps, en fait, pour lui. Alors que lui, il rentrait, il avait qu'une envie, c'était de parler de sa nouvelle vie. Et en fait, il n'y avait pas d'espace pour ça.
Et il n'y a pas eu d'espace non plus pour pouvoir en parler. Donc il avait l'impression d'être délaissé, d'être oublié. Ou à contrario, j'ai vu d'autres fratries où les parents étaient très heureux de le retrouver, l'enfant aussi, mais ça crée des contextes de jalousie avec les autres enfants. Ah, quand c'est lui, tu l'écoutes, moi tu m'écoutes pas, et avec des tensions aussi par rapport à ça. Donc je trouve que ça peut venir en fait inviter plein de mouvements dans toutes les relations de la famille au final. Oui, puis tu as raison, peut-être qu'on fera pas bien dès le départ et qu'il va y avoir besoin de plusieurs mois pour ajuster la façon dont ces retrouvailles vont se passer. Parce que c'est une question aussi pour moi de me dire est-ce que je lui prends ses billets de train à l'avance, comme ça je suis sûre que ce week-end-là il rentre, ce week-end-là aussi. Alors que lui aujourd'hui, si tu veux, quand je lui parle de ça, il se projette complètement dans sa nouvelle vie et pas avec l'idée de revenir immédiatement. Je sais qu'il en aura besoin et que rapidement, quand il se retrouvera seul, il dira quand est-ce que je rentre. Enfin, j'espère. Mais voilà, tu vois, où est-ce que aussi on se place? Est-ce qu'on garde quand même encore une certaine autorité parentale en disant si en fait Marin tu vas rentrer ce week-end-là et ce week-end-là, ou alors est-ce que vraiment voilà c'est la flèche qui s'envole et on le laisse faire en espérant voilà que de lui-même il revienne, tu vois, quel espace de liberté on lui donne? Et ça, tu vois, je trouve ça intéressant d'en parler quand vous êtes à deux au sein du couple. En fait, c'est toujours dans la même continuité du cadre qu'on donne à nos enfants depuis tout petit. C'est juste que le cadre, il évolue, il se transforme. Et c'est de dire, même s'il a cette nouvelle vie, qu'est-ce qui va être négociable et non négociable dans les règles que vous lui donnez aujourd'hui. Par exemple, j'en sais rien, c'est les non négociables, les week-ends, j'en sais rien de la semaine où il y a les anniversaires de tes frères et sœurs ou nos anniversaires, tu viens, sauf si urgence. C'est non négociable, faut au moins que tu rentres un week-end par mois ou, enfin, tout est négociable ou non négociable, mais il faut voir en fait au sein du couple. Après, parce qu'en fait, même si c'est un jeune adulte, vous êtes toujours les parents et responsables du cadre, même s'il y a plus de liberté. Et ça nécessite, je trouve, d'en parler en amont parce que on peut être aussi complètement en désaccord parfois, se dire non, maintenant il est grand, il est complètement libre, alors qu'en fait pour l'autre ça va pas du tout être la même vision. Et je me dis aussi peut-être voir avec lui dans certaines règles qui peuvent être non négociables. Ok, donc c'est comme ça. Et certaines règles qui sont négociables, comment lui il veut les négocier? Moi je verrais ça plutôt comme ça, de pouvoir aussi l'inviter à écouter ses besoins éventuels, parce que ça se trouve il y a des choses que vous aviez même pas pensé. Et comme tu dis, en fait, je repense moi à mes années étudiantes. En fait, il y a tellement de choses nouvelles. On se découvre aussi beaucoup, je trouve, quand on va en études supérieures. Je crois que même, tu l'as dit, mais lui, ça va évoluer tout au long des semaines aussi, en fait. Peut-être face au stress des examens, il sera tellement content de rentrer pour réviser chez vous et d'être au calme, mais il en a pas du tout conscience aujourd'hui. Donc c'est aussi peut-être, je sais pas quel rituel vous pouvez mettre en place, mais le vendredi, pouvoir vous dire, si c'est prévu qu'il rentre, tu le penses comment ton week-end? Est-ce que tu as besoin qu'on ait un temps ensemble parce qu'il faut qu'on s'organise avec ton père? Mais avoir un espèce de petit rituel pour savoir quels sont les besoins de l'autre, tout simplement. Ce qui m'interpelle là dans ce que tu dis, c'est que te dire que il va quitter la maison, il aura 18 ans, il va devenir majeur, mais en fait on reste ses parents et donc on est toujours légitime pour lui donner un cadre dans lequel effectivement on se dit ce qui est négociable, pas négociable et comment on écoute aussi ses besoins, ses envies, bien entendu, mais on reste ses parents et on reste pour lui une autorité, un cadre et une sécurité. Ça, faut pas l'oublier. Faut pas se dire parce qu'il quitte la maison, parce qu'il a besoin de quelque part de grandir aussi, tu vois, sans nous à côté. Et pour autant, on reste pour lui une base. Moi, je pense en plus, souvent, j'ai l'impression qu'on connote ça de façon très négative. On voit bien aujourd'hui, je commence à circuler dans les médias, mais le fait de dire un cadre, de parler même d'autorité, c'est connoté de façon très négative. Et je crois qu'il faut rappeler en fait que c'est aussi quelque chose qui vient rassurer en fait le cadre, parce qu'au moins on sait c'est quoi les limites et on sait sur quoi on peut se reposer. Puis je trouve qu'à partir du moment où on est là, où on l'aide aussi financièrement, on a aussi de la légitimité à fixer des limites. En fait, on va payer son loyer, on va financer ses études, donc c'est normal. Enfin, qu'il y a un contrat d'engagement aussi. Et alors, moi, tu vois, il y a quelque chose que je crois que c'est ce que j'appréhende le plus. En fait, évidemment que j'ai un pincement au cœur à voir partir mon aîné, mais je crois que je porte la tristesse, c'est peut-être fort, mais plutôt de mes enfants, de cette fratrie, en fait, qu'on va quand même amputer d'un de ses membres. Ils sont 4. On va en enlever un. Et en fait, c'est presque pour mes enfants que je suis la plus triste de me dire, voilà, ils vont perdre leur grand frère. Ils s'entendent quand même hyper bien. Ils sont assez proches les uns des autres. Notamment aussi, enfin, avec le deuxième, tu vois, ils ont que 18 mois d'écart. Donc, ils ont des amis en commun. Ils ont des soirées en commun.
plein de sujets ensemble. Voilà, tu vois, c'est presque pour eux que j'appréhende le plus en fait ce départ. C'est touchant, je trouve, la façon dont t'en parles. Et je me dis, tu vois, c'est aussi de faire confiance. Si toi t'en parles aussi avec autant d'émotions, c'est que c'est sûrement une valeur que t'as pu transmettre à tes enfants. Donc je me dis que ton fils, il va pas être insensible non plus à ça. Et peut-être que même dans votre discussion, tous les trois, de pouvoir aussi le dire, je sais pas du tout comment tes frères et sœurs ils prennent ton départ, et juste peut-être lui suggérer, lui dire peut-être que ça peut être sympa que t'en parles avec eux, ou je sais pas, tu vois, je sais pas si ton frère ou ta sœur ils oseront faire signe quand ils auront besoin de toi. Peut-être que ça peut être bien que tu leur dises comment ils peuvent t'interpeller, parce que ça se trouve ils oseront pas parce que t'es loin. Peut-être juste de parler de ça en fait, en lui laissant sa liberté justement, mais de parler aussi de toi, comment ça va t'interroger, et peut-être même faire la même chose avec les autres frères et sœurs en disant là votre frère il part ou votre sœur elle part. Si vous avez aussi des besoins particuliers ou si ça vous inquiète, n'hésitez pas à parler avec lui de ça, parce que ça appartient à votre relation. En fait, c'est redonner la responsabilité de leur relation à chacun, en fait. Là où ça serait, en fait, je sais pas si on pourrait dire néfaste, mais ça serait de faire à la place de. Si par exemple, tu disais à ton fils aîné, pense à écrire à ton frère toutes les semaines parce que ça va être dur pour lui sans toi. Là, en fait, c'est pas la bonne place. C'est juste dire, tu vois, t'as la relation avec ton frère, ça t'appartient à toi, en tant qu'aussi jeune adulte, à en prendre soin, et à toi de voir de quelle façon tu vas en prendre soin. C'est peut-être juste faire un constat, en fait, et toujours l'inviter à dire, l'inviter à se questionner, à ton avis, comment tu penses qu'il va se sentir quand tu seras pas là? Qu'est-ce que ça va lui faire? C'est l'inviter, en fait, à poser des questions pour qu'il puisse aussi faire preuve d'empathie, tout simplement. Parce que moi, je pense que c'est ça aussi notre devoir de parents, dès tout petit jusqu'à plus grand, c'est de l'inviter aussi à, c'est un peu fort de dire de se mettre à la place de l'autre, mais aussi percevoir comment peuvent se sentir les autres, parce que c'est ce qui va permettre d'être à la bonne place, je dirais, dans chaque relation, en fait. Et en particulier dans les relations aussi fraternelles, où on peut avoir des liens à la fois forts et en même temps être totalement différents. Et est-ce que je peux quand même lui suggérer avant son départ, d'écrire une petite lettre à chacun de ses frères et sœurs, et inversement, je leur demanderai d'écrire un mot avec lequel il partira. Juste ça au début, pour marquer un peu les choses. Je me dis peut-être que tu peux d'abord l'interroger. Tu vois, ça se trouve, lui, spontanément, il va avoir cette idée-là. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que vous faites déjà, que vous pratiquez. Tu penses pas? Alors, lui, peut-être pas. Ses autres frères et sœurs auraient pu avoir l'idée parce qu'ils sont effectivement dans le côté petit mot, parce que c'est l'exemple un peu qu'ils ont, le modèle qu'ils ont. Lui, peut-être moins. Donc, il aurait peut-être plus besoin que je lui suggère. Mais essaye de lui laisser d'abord la chance, je me dis, de trouver sa façon à lui. De dire à ses frères et sœurs. De leur dire au revoir, quoi. Ouais, voilà. Et peut-être après, tu peux dire alors t'as réfléchi, t'as trouvé une façon, une idée. Et après, je trouve quand je parlais des rituels, c'est pareil d'avoir un rituel familial sur la façon dont on va fêter, parce qu'au final, on peut aussi célébrer. C'est une étape aussi positive, même s'il y a son lot de tristesse à voir la dynamique familiale changer. Je trouve ça chouette d'avoir un rituel de départ en famille aussi par rapport à ça. Et ce que je peux observer, c'est que souvent, ce que je dis, c'est pas forcément ritualisé. Et il y a aussi parfois ce qui est légitime, mais pour des histoires de place, il y a celui qui part, on prend vite sa chambre. Et il y a un peu le frère d'après qui est un peu maladroit, qui sait pas comment dire et qui dit trop chouette, je vais avoir la grande chambre et je suis plus dans la même chambre que mon frère ou ma sœur parce qu'il y a une chambre qui se libère. Je me dis que ça aussi, ça peut être des questions purement matérielles, mais qui doivent être élaborer et discuter, parce que j'ai vu après beaucoup de jeunes dire j'avais l'impression que j'avais pas de place quand je rentrais, où est-ce que je logeais parce que ma chambre elle avait été donnée à mon frère ou à ma sœur, toutes mes affaires j'ai l'impression qu'elles ont été destituées, et ça je trouve que c'est important, on en parlait dans la discussion de couple, mais de pouvoir en parler en amont, à la fois en couple avec l'enfant et avec la fratrie aussi au complet, de dire oui effectivement d'un point de vue purement matériel, c'est sûr que c'est plus logique de redonner la chambre à quelqu'un qui va être là tout le temps. Mais comment est-ce qu'on fait pour qu'il ait toujours son espace? Comment est-ce qu'on fait pour que ses affaires aient toujours une place et pour qu'il se sente bien? Donc ça aussi, je trouve ça important pour respecter, pour que pas ternir tout simplement les relations et qu'il y ait des rancœurs qui se mettent en place. Et je crois que c'est important ce que tu disais. Tu dis c'était fort. Hein. Tu disais ils vont être amputés un peu de leur frère, mais c'est accepter en tant que parent de se dire les cartes elles sont de nouveau rebalayées quand il y a le frère qui part. Forcément en fait ça va avoir un impact sur l'aîné qui s'en va, qui vit autre chose, mais aussi sur tous les autres qui restent derrière, parce qu'ils vont forcément ne plus avoir la même place, ne plus se positionner de la même façon, parce que imaginons j'en sais rien, c'est l'aîné, c'est une fille, elle s'en va, il reste plus que des garçons. Qu'est-ce que c'est d'avoir une fratrie sans filles? Il peut y avoir 10 000 choses qui peuvent se jouer en fait. Pour le deuxième, qu'est-ce que ça se fait entre guillemets d'être l'aîné à la maison maintenant?
à quelle place il va se mettre. Donc c'est aussi, je me dis, être attentif à tous ces changements pour pouvoir aussi les rediscuter. Et puis même quand on parlait à la fois dans une discussion de couple de comment on envisage le départ de l'aîné, ça peut être aussi, est-ce que ce départ, ça entraîne des attentes et des besoins différents par rapport aux enfants qui restent? C'est tout bête, mais ne serait-ce que par rapport à l'organisation, aux corvées, est-ce que ça engendre des choses? Comment on en discute? Et après, comment on va en discuter avec la fratrie? Ça, c'est du deuxième temps plutôt, mais c'est aussi des choses, je pense, qu'il faut avoir en tête. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur... j'ai très envie de rebondir à tout ce que tu dis, mais on est dans un format capsule, donc je dois être très raisonnable. Et nous dire quelques petits mots de la différence quand c'est un aîné pour le couple, notamment, quand c'est un aîné qui part ou quand c'est un dernier. Effectivement, quand c'est le dernier, on parle bien du nid vide, dans le sens où pour les parents, ça peut être très difficile de voir le dernier enfant partir, parce que justement, ils sont face... à l'absence d'enfants au sein du foyer. Là, c'est une étape qui est d'autant plus marquante, en tout cas dans tous les couples que j'ai pu accompagner et qui en parlent, parce qu'il y a à la fois du bonheur pour certains, c'est de se retrouver à deux, parce qu'ils disent aussi beaucoup, c'est quand même une deuxième jeunesse, parce que là on est libre de tous nos mouvements, de faire comme on veut, de se balader nu dans la maison si on a envie, mais de faire plein de choses qu'on pouvait faire quand on était sans enfants. Et en même temps il y a cette tristesse, ce que me disent beaucoup, c'est cette absence de bruit, d'euphorie, de mouvement, d'énergie en fait, qui vient un peu nous balayer de façon impromptue, et ça peut être difficile à vivre, et en particulier pour les couples qui se sont arrêtés de penser à eux et qui se sont concentrés uniquement sur leur fonction parentale et leur couple parental. Et donc j'avais eu, je pense à une jeune femme d'ailleurs, je crois qui voulait venir au micro et qui est pas venue, Swazik, où en fait ils se retrouvent en fait à être deux personnes qui vivent l'un à côté de l'autre parce qu'ils ont plus rien à partager une fois que les enfants sont partis. Et ça, bien sûr, ça peut se retravailler une fois que les enfants sont partis, mais c'est encore mieux c'est ce qu'on répète tout le temps, toutes les deux, mais de continuer de travailler le lien et de rester connecté tout au long de notre vie, en fait, parce que c'est pas une fois qu'on est retraité ou qu'on est sans enfant qu'on va reprendre le lien. On peut le faire, mais c'est encore plus difficile. Donc c'est ne vous oubliez jamais. C'est un peu sur ça qu'il faudrait avoir en tête. Et tu me disais, quand on préparait cette capsule, tu me parlais d'une jeune femme que tu avais en consultation et qui, pour le coup, a été la dernière à partir. Complètement. Et donc ça, on le revoit beaucoup aussi, c'est que parfois, on donne des responsabilités qui ne doivent pas être portées par les enfants. On parle souvent de parentification aussi, où ils prennent un peu le rôle des enfants, mais on donne la responsabilité aux enfants, et en particulier aux derniers qui restent dans la famille, d'être responsables du bonheur du couple. En fait, en restant là, unifiant, on va dire, le couple par cette responsabilité parentale, on leur donne un espèce de poids de maintenir le couple. Et du coup, parfois, on va empêcher l'enfant de partir ou de prendre son envol parce que, peut-être inconsciemment, mais par nos actions et ce qu'on va mettre en place, vu qu'on sait que tant qu'il est là, le couple va rester uni par rapport à quelque chose, on l'empêche de prendre son envol. Et ça, c'est ce qu'on peut observer parfois. Donc ça peut être bien là de se dire où on en est, nous, dans notre couple, et où on en est par rapport au départ de chacun de nos enfants, pour pas leur faire porter le poids de responsabilité qu'ils n'ont tout simplement pas à porter, pour pouvoir s'épanouir et grandir dans de bonnes conditions. Je t'avoue que j'avais pas vraiment notion qu'il y a autant de choses qui allaient pouvoir se jouer dans le départ de notre aîné. C'est passionnant, et en fait ça me donne envie vraiment de prendre encore davantage les choses en main dans la préparation, ce départ en dehors de l'école ou dans laquelle il va aller, de son logement, davantage dans tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que ça se passe au mieux, dans la communication avec lui, dans la communication avec Arnaud, avec ses frères et sœurs, et puis peut-être essayer d'en faire quelque chose de très... En fait, une étape très joyeuse pour que ce soit, que ça passe plus facilement pour tout le monde. Je pense que c'est un sujet qui mériterait qu'on en parle sur tout un épisode, mais là, au moins, on a posé ça là dans cette capsule. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie de venir en parler avec nous, si c'est quelque chose que vous appréhendez, si c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre et que justement c'est compliqué, que ça se vit pas très bien, que vous voulez qu'on vous aide sur ce sujet. Vraiment, n'hésitez pas, parce que vous le savez, Marie-Lise et moi, on est là pour vous. Ce podcast est le vôtre, donc vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Marie-Lise. C'était un plaisir. Et puis, évidemment, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle capsule, de nouvelles aventures au sein d'Au cœur du couple. À très bientôt.
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.